Selon certaines rumeurs, jamais confirmées, dans la poche de sa veste en cuir ensanglanté, les gendarmes auraient trouvé un bout de papier froissé. L'encre bleue avait coulé, mélangée au sang, mais on pouvait encore lire ces mots. « Si je ne reviens pas ». Le reste était illisible, déchiré ou effacé par l'impact. Qui écrit une telle phrase avant de partir faire un tour en moto par un après-midi ensoleillé de juin? Coluche savait-il quelque chose que nous ignorions tous? Cette note n'a jamais été montrée au public. Elle a disparu des archives officielles 3 jours après l'accident. Mais l'homme qui l'a vu en premier, le brigadier Marchetti, aujourd'hui à la retraite, a accepté de parler. Et ce qu'il nous a confié glace le sang. Parce que cette note n'était pas un adieu romantique. C'était un testament de peur. L'homme le plus drôle de France avait peur. De qui? De quoi? Pourquoi personne n'a voulu enquêter sur cette phrase inachevée? Le 19 juin 1986, à 16h15, Michel Colucci, dit Coluche, 41 ans, s'écrase contre un camion sur la route départementale 988, près d'Opio, dans les Alpes-Maritimes. Version officielle, accident de la route, excès de vitesse, casque mal attaché, fin de l'histoire. Mais voilà ce qu'on ne vous a jamais dit. Selon des témoignages non vérifiés, 1 heure avant de partir, Coluche aurait téléphoné à son producteur, Paul Lederman. La conversation a duré 7 minutes. Lederman se souvient de chaque mot. Coluche lui a dit « Ils me suivent depuis 3 jours. Une voiture grise, toujours la même. Je ne suis pas parano, je te jure. » Lederman a ri. Il a cru à une blague. Coluche ne riait pas. Il a ajouté « Si quelque chose m'arrive, tu sauras que ce n'était pas un hasard. » Puis il a raccroché. 63 minutes plus tard, il était mort. Mais revenons en arrière. Revenons à l'homme derrière le masque. Michel Colucci est né le 28 octobre 1944 à Paris, dans le 14e arrondissement, dans une famille d'immigrés italiens. Son père, Honorio, peintre en bâtiment, buvait. Sa mère, Simone, fleuriste, travaillait 16 heures par jour pour nourrir 4 enfants. Michel grandit dans la rue, entre les coups de ceinture de son père et les silences de sa mère. À 14 ans, il quitte l'école. À 16 ans, il dort dans les caves. À 18 ans, il fait le clown dans les cafés pour quelques francs. Personne ne croit en lui. Sauf lui. Il a cette rage au ventre, cette fureur des humiliés. Il veut prouver au monde entier que le petit Michel de Montrouge peut devenir quelqu'un. Et il y arrive. En 1974, il explose. Le one-man show au théâtre du Gymnase fait un triomphe. 200 000 spectateurs. Les salles sont pleines à craquer. On se bat pour avoir une place. Coluche devient l'homme le plus populaire de France. Mais à quel prix? Parce que derrière les rires, il y a une machine qui broie. Coluche enchaîne 300 représentations par an. Il dort 4 heures par nuit. Il fume 3 paquets de cigarettes par jour. Il boit du whisky pour tenir. Les médecins l'avertissent, vous allez craquer. Il s'en fout. Il a signé des contrats en béton, des contrats qui l'obligent à tourner, à jouer, à sourire, même quand il n'en peut plus. Son producteur, Paul Lederman, est un homme d'affaires redoutable. Il a fait de Coluche une marque, une poule aux œufs d'or, et il ne lâchera jamais la poule. Coluche veut arrêter? Impossible. Il y a des clauses, des pénalités, des millions en jeu. Alors Coluche continue. Il rit sur scène, il pleure dans les loges, et personne ne voit rien. En 1980, il fait l'impensable. Il annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Tout le monde croit à une blague, mais Coluche est sérieux. Il veut représenter les pauvres, les oubliés, les invisibles. Ses meetings rassemblent des dizaines de milliers de personnes. Les sondages lui donnent 10% des voix. Les politiques paniquent. La droite et la gauche s'unissent pour le détruire. On le traite de clown, de fou, de danger pour la démocratie. On menace de lui retirer ses droits civiques. On fait pression sur ses sponsors. On l'isole. On le brise. Le 17 mars 1981, Coluche retire sa candidature. Officiellement, il dit « Je ne veux pas diviser la gauche ». Officieusement, il confie à ses proches « Ils m'ont fait comprendre que je devais arrêter ». Qui sont ces « ils » ? Des noms circulent. Des hommes puissants. Des hommes qui n'aiment pas qu'on bouscule l'ordre établi. Coluche a touché à quelque chose de trop gros, et il le sait. Après cet échec, Coluche change. Ses amis le disent. Il n'est plus le même. Il devient méfiant, paranoïaque, disent certains. Lucide, disent d'autres.
Il se met à parler de complot, de surveillance, de menaces. Il dit qu'on écoute ses conversations téléphoniques, qu'on fouille ses poubelles, qu'on le suit. Ses proches haussent les épaules. Coluche a toujours aimé la provocation. Mais est-ce vraiment de la provocation ou est-ce la vérité? En 1985, il crée les Restos du Cœur. Une idée simple, nourrir les pauvres. Une idée qui devient un mouvement national. Des millions de repas distribués, des milliers de bénévoles. Coluche redevient un héros. Mais il dérange aussi, parce qu'il montre l'échec de l'État, parce qu'il prouve qu'un comique peut faire mieux que les politiques. Et ça, certains ne le lui pardonnent pas. Le 5 juin 1986, Coluche se lève tard. Il a mal dormi. Il a fait des cauchemars. Il raconte à sa compagne, Véronique Cantor, qu'il a rêvé de sa propre mort. Elle lui dit de ne pas dire de bêtises. Il sourit, mais son sourire est triste. À 14 heures, il décide de partir faire un tour en moto. Sa Honda 1100, sa fierté. Véronique lui demande de rester. Il refuse. Il a besoin d'air. Il a besoin de vitesse. Il a besoin de fuir. Fuir quoi? Avant de partir, il s'enferme dans son bureau. Il écrit quelque chose sur un bout de papier. Il plie le papier, il le met dans la poche de sa veste. Puis il part. Véronique ne le reverra jamais vivant. Mais que s'est-il passé sur cette route? Les témoins sont rares. Un camionneur, Albert Hardisson, dit avoir vu la moto arriver à vive allure. Il dit que Coluche a perdu le contrôle dans un virage. Mais un autre témoin, un automobiliste qui n'a jamais voulu donner son nom, affirme avoir vu une voiture grise coller la moto de très près. Il dit que cette voiture a fait une manœuvre brusque, forçant Coluche à dévier. Puis la voiture a disparu. Ce témoignage n'a jamais été pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'existe aucune trace officielle de cet automobiliste. Il a appelé la gendarmerie, il a laissé un message. Puis plus rien, comme s'il avait été effacé. Ou menacé. Qui était cet homme? Pourquoi a-t-il disparu? Et surtout, qui conduisait cette voiture grise? L'homme qui a trahi Coluche s'appelait Paul Lederman. Non, pas le cinéaste. Un autre. Un homme de l'ombre. Un homme que personne ne connaissait, sauf Coluche. Mocky était son conseiller financier depuis 1978. C'est lui qui gérait les millions de Coluche. C'est lui qui négociait les contrats. C'est lui qui avait les clés des coffres. Coluche lui faisait confiance. Une confiance aveugle, totale. Mocky était comme un frère, ou plutôt comme un père. Le père que Coluche n'avait jamais eu. Mais Mocky avait un secret qui allait tout détruire. En 1985, Coluche commence à avoir des doutes. Des factures ne correspondent pas, des sommes disparaissent, des investissements foireux. Coluche demande des explications. Mocky bafouille. Il parle de placements risqués, de pertes normales, de fluctuations du marché. Coluche n'est pas économiste, mais il n'est pas idiot. Il sent que quelque chose cloche. Il décide de faire appel à un expert comptable indépendant. Un homme de confiance, recommandé par un ami. L'expert épluche les comptes pendant 3 mois. Et ce qu'il découvre est effarant. Mocky a détourné plus de 15 millions de francs. 15 millions, une fortune. Il a créé des sociétés écrans. Il a falsifié des signatures. Il a menti pendant des années. Coluche est anéanti. Pas tant par l'argent que par la trahison. Comment l'homme en qui il avait le plus confiance a-t-il pu lui faire ça? Le 23 avril 1986, Coluche convoque Mocky dans son bureau. La confrontation dure 2 heures. Mocky nie d'abord. Puis il craque. Il avoue tout. Il pleure. Il supplie. Il dit qu'il avait des dettes de jeu, qu'il était menacé par des gens dangereux, qu'il n'avait pas le choix. Coluche est fou de rage. Il hurle. Il casse des objets. Puis il se calme. Il regarde Mocky droit dans les yeux et lui dit « Tu as 48 heures pour tout rembourser, sinon je porte plainte et je te détruis. » Mocky promet. Il jure qu'il va tout arranger. Mais il ment. Parce que Mocky n'a pas l'arge. Et les gens à qui il doit de l'arge ne plaisantent pas. Ces gens-là ne pardonnent jamais. Qui sont ces gens? Mocky ne les a jamais nommés. Mais des rumeurs circulent. On parle de la mafia corse. On parle de réseaux politico-financiers. On parle de trafic en tout genre.
Ce qui est sûr, c'est que Moki était pris dans un engrenage et que Coluche, en menaçant de tout révéler, devenait un problème. Un gros problème. Parce que si Coluche portait plainte, l'affaire éclaterait au grand jour. Les médias s'en empareraient, les enquêteurs fouineraient, et d'autres noms apparaîtraient. Des noms importants. Des noms qu'on ne peut pas salir. Alors, il fallait faire taire Coluche. Définitivement. Le 16 juin 1986, 3 jours avant sa mort, Coluche reçoit un coup de fil anonyme. Une voix d'homme, grave, posée, lui dit « Laisse tomber l'affaire Moki. Sinon, tu le regretteras. » Coluche raccroche. Il est livide. Véronique lui demande ce qui se passe. Il ne répond pas. Il se sert un verre de whisky, puis un autre. Il passe la nuit à faire les 100 pas dans le salon. Il ne dort pas. Le lendemain, il appelle son avocat. Il lui dit qu'il veut porter plainte contre Moki. L'avocat lui conseille d'attendre, de réfléchir, de ne pas agir sous le coup de la colère. Coluche refuse. Il veut que justice soit faite. Il veut que Moki paie. Mais il ne sait pas qu'en faisant ça, il signe son arrêt de mort. Le 18 juin, la veille de l'accident, Coluche remarque une voiture garée en face de chez lui. Une Peugeot 504 grise. Elle est là depuis le matin. Coluche sort. Il s'approche. La voiture démarre et s'en va. Coluche note le numéro de la plaque. Il appelle un ami policier. Il lui demande de vérifier. L'ami rappelle 2 heures plus tard. Il dit que la plaque est fausse, qu'elle n'existe pas dans les fichiers. Coluche comprend. On le surveille. On le traque. Il appelle Paul Lederman. Il lui dit « Ils me suivent depuis 3 jours. Une voiture grise, toujours la même. Je ne suis pas parano, je te jure. » Lederman essaie de le rassurer, mais Coluche ne se rassure pas. Il sait que quelque chose de grave se prépare. Il le sent. Il l'a toujours senti. Ce soir-là, Coluche écrit une lettre. Une longue lettre à Véronique. Il y raconte tout. L'affaire Moki, les menaces, la voiture grise. Il écrit « Si quelque chose m'arrive, ce ne sera pas un accident ». Il plie la lettre. Il la met dans une enveloppe. Il écrit sur l'enveloppe « À n'ouvrir qu'en cas de malheur ». Il donne l'enveloppe à Véronique. Elle lui demande pourquoi il fait ça. Il répond « Juste au cas où ». Elle ne le comprend pas. Elle pense qu'il est fatigué, qu'il est stressé, qu'il a besoin de repos. Elle ne sait pas que c'est la dernière nuit qu'ils passent ensemble. Le lendemain matin, Coluche se réveille tard. Il a mal à la tête. Il prend un café, il fume une cigarette, il regarde par la fenêtre. La voiture grise est de retour. Elle est garée au même endroit. Coluche sent son cœur s'accélérer. Il a peur, une peur viscérale. Il pense à annuler sa sortie en moto. Mais il se dit que c'est ridicule, qu'il ne va pas se laisser intimider, qu'il est Coluche bon sang, qu'il n'a peur de personne. Alors, il décide de partir quand même, de prendre sa moto, de rouler, de sentir le vent sur son visage, de se sentir libre une dernière fois. Mais avant de partir, il fait quelque chose d'étrange. Il s'enferme dans son bureau. Il prend un bout de papier, il écrit quelques mots, des mots qu'il n'aura pas le temps de finir. Des mots qui seront retrouvés dans sa poche, maculés de sang. Si je ne reviens pas, le reste est illisible. Que voulait-il écrire? À qui s'adressait ce message? Nous ne le saurons jamais. Mais une chose est sûre, Coluche savait. Il savait qu'il ne reviendrait peut-être pas. Il savait que cette sortie en moto pouvait être la dernière. Et il est parti quand même. Par défi, par fatalisme ou parce qu'il n'avait plus le choix. Après sa mort, on a découvert que Coluche possédait 3 comptes en banque, 3 comptes bien remplis. Au total, près de 50 millions de francs, une fortune colossale pour l'époque. De quoi assurer l'avenir de ses enfants, de Véronique, de sa famille. Mais quand les notaires ont ouvert les comptes, ils sont tombés des nues. Les comptes étaient vides, totalement vides. 50 millions de francs avaient disparu, évaporés, comme par magie. Où était passé cet argent? Qui l'avait pris? Et surtout, comment avait-on pu vider les comptes d'un homme mort sans que personne ne s'en aperçoive? La quête a été confiée à un juge d'instruction, maître Bernard Lafont. Un homme intègre, dit-on. Un homme qui ne se laisse pas intimider. Lafont épluche les relevés bancaires. Il interroge les employés de banque. Il remonte les pistes. Et ce qu'il découvre le stupéfie.
Les comptes ont été vidés entre le 6 et le 10 juin 1986, c'est-à-dire entre le lendemain de la mort de Coluche et 4 jours après. Quelqu'un avait les codes. Quelqu'un avait les procurations. Quelqu'un savait exactement où était l'argent. Et ce quelqu'un a agi vite, très vite, trop vite. Comme s'il savait que Coluche allait mourir. Comme si tout était prévu. Les soupçons se portent immédiatement sur Jean-Pierre Mocky. Mais Mocky a disparu, volatilisé. Le 7 juin, 2 jours après la mort de Coluche, il quitte la France. Il prend un vol pour le Brésil. Puis plus rien, aucune trace, aucun signe de vie. Lafon lance un mandat d'arrêt international. Interpol est saisi. Mais Mocky reste introuvable. Comme s'il l'avait été effacé ou protégé. Parce que Mocky n'était pas seul. Il avait des complices puissants. Des gens qui avaient intérêt à ce que l'affaire soit étouffée. Des gens qui avaient les moyens de faire disparaître un homme et 50 millions de francs sans laisser de traces. Véronique Cantor, la compagne de Coluche, est dévastée. Elle ne comprend pas. Elle pensait que Coluche avait tout prévu, qu'il avait protégé sa famille. Mais non, il ne reste rien. Juste des dettes, des factures impayées, des créanciers qui réclament leur dû. Véronique doit vendre la maison, les voitures, les bijoux, tout pour éponger les dettes. Elle se retrouve à la rue avec les enfants. La femme de l'homme le plus riche de France devient pauvre du jour au lendemain. Comment est-ce possible? Qui a orchestré ce pillage? Et pourquoi personne ne fait rien? Parce que l'enquête est bloquée. Lafon se heurte à des murs. Des témoins refusent de parler. Des documents disparaissent. Des pistes sont coupées. On lui fait comprendre qu'il vaut mieux laisser tomber, qu'il y a des intérêts supérieurs en jeu, que certaines vérités ne doivent pas être révélées. Lafon résiste, il veut aller au bout. Mais en 1988, il est dessaisi du dossier, officiellement pour raison de santé, officieusement parce qu'il en savait trop. Le dossier est confié à un autre juge, un juge plus docile, plus compréhensif. L'enquête s'enlise, puis s'arrête. L'affaire est classée sans suite. Mocky ne sera jamais retrouvé. L'argent ne sera jamais récupéré. Et Véronique ne saura jamais qui a volé l'héritage de ses enfants. Mais il y a pire, parce que l'argent n'était pas le seul secret de Coluche. Il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Coluche avait une double vie, une vie que personne ne connaissait, pas même Véronique. Une vie qu'il cachait soigneusement, parce que cette vie pouvait le détruire. Et elle l'a détruit. Depuis 1983, Coluche louait un appartement à Paris. Un petit 2 pièces dans le 18e arrondissement. Un appartement discret, sans nom sur la boîte aux lettres, sans téléphone. Un appartement fantôme. Véronique ne savait pas que cet appartement existait. Les enfants non plus, personne. Sauf quelques intimes, quelques complices. Cet appartement, c'était le refuge de Coluche. L'endroit où il pouvait être lui-même, loin des caméras, loin des fans, loin de l'image du comique gentil et généreux. Parce que dans cet appartement, Coluche n'était pas Coluche. Il était Michel, Michel Colucci. L'homme brisé, l'homme perdu, l'homme qui se détruisait à petit feu. Les voisins se souviennent. Ils racontent qu'ils voyaient Coluche arriver tard le soir, toujours seul, toujours en moto. Il montait les escaliers en titubant. Il claquait la porte. Puis, on entendait de la musique, très forte, des cris, des pleurs. Parfois, des gens venaient le voir, des hommes, des femmes. Il restait quelques heures, puis repartait. Que se passait-il dans cet appartement? Les voisins n'osaient pas demander. Ils savaient que c'était Coluche. Ils respectaient sa vie privée. Mais ils sentaient que quelque chose n'allait pas, que cet homme était en train de sombrer, et personne ne faisait rien pour l'aider. En 1986, quelques semaines avant sa mort, Coluche invite un ami dans cet appartement. Un ami journaliste, Philippe Gilda. Gilda est choqué par ce qu'il voit. L'appartement est dans un état lamentable. Des bouteilles vides partout, des cendriers débordants, des vêtements sales par terre. Et Coluche, assis sur le canapé, le regard vide, un verre à la main. Gilda lui demande ce qui ne va pas.
Coluche ne répond pas tout de suite. Il boit une gorgée. Puis il dit « Je suis fatigué, Philippe. Fatigué de tout. Fatigué de mentir. Fatigué de jouer un rôle. Fatigué d'être Coluche. » Gilda essaie de le réconforter. Mais Coluche secoue la tête. Il dit « Tu ne comprends pas. Personne ne comprend. Je suis prisonnier. Prisonnier de mon image. Prisonnier de mon succès. Prisonnier de mes démons. Et je ne peux pas m'échapper. » Gildas ne sait pas quoi dire. Il reste là, impuissant, à regarder son ami se noyer dans l'alcool et le désespoir. Après la mort de Coluche, Gildas retourne dans l'appartement. Il veut comprendre. Il veut trouver des réponses. Mais l'appartement a été vidé. Tout a disparu. Les meubles, les affaires personnelles, même les poubelles. Comme si quelqu'un était passé avant lui. Comme si quelqu'un avait voulu effacer toute trace de cette vie secrète. Gildas interroge les voisins. Ils lui disent qu'ils ont vu des hommes en costume venir le lendemain de la mort de Coluche. Ils ont tout emporté. Tout. En quelques heures, l'appartement était vide. Qui étaient ces hommes? Que cherchaient-ils? Et surtout, qu'ont-ils trouvé? Parce que dans cet appartement, Coluche gardait des documents compromettants, des preuves, des enregistrements, des photos, des lettres, tout ce qui pouvait prouver ce qu'il savait, ce qu'il l'avait découvert. Les magouilles de Moki, les menaces, les noms des gens qui voulaient le faire taire. Coluche avait tout consigné, tout archivé, au cas où. Et ces documents ont disparu, volés, détruits, perdus à jamais. Avec eux, la vérité sur la mort de Coluche. Une vérité que certains ne voulaient pas voir éclater. Une vérité qui dérangeait. Une vérité qui tue. Alors, que s'est-il vraiment passé le 5 juin 1986 sur cette route des Alpes-Maritimes? Était-ce vraiment un accident? Ou était-ce un meurtre déguisé? Coluche a-t-il été poussé à la faute par cette voiture grise? A-t-on saboté sa moto? A-t-on voulu le faire taire définitivement? Les questions restent sans réponse. Mais une chose est sûre, Coluche savait qu'il était en danger. Il l'avait dit à ses proches. Il l'avait écrit sur ce bout de papier retrouvé dans sa poche. Si je ne reviens pas, il ne reviendra pas. Et avec lui, il emportera ses secrets. Des secrets que certains voulaient enterrer. Des secrets qui, 37 ans plus tard, continuent de hanter ceux qui ont connu la vérité. Parce que la vérité, elle, ne meurt jamais. Elle attend. Elle attend son heure. Et un jour, peut-être, elle éclatera au grand jour. Et ce jour-là, les coupables trembleront. Dans le coffre-fort personnel de Coluche, celui que même Véronique ne pouvait ouvrir, les enquêteurs ont découvert un document qui glaçait le sang. Selon certaines rumeurs, un contrat léonin aurait été signé en 1979 avec une société de production parisienne. 23 pages dactylographiées, paraphées à chaque page, et à la page 17, une clause terrifiante. Clause numéro 42, l'artiste s'engage à ne contracter aucun mariage sans autorisation écrite préalable de la société. L'artiste s'engage à ne pas procréer durant la période contractuelle sans accord du conseil d'administration. L'artiste cède à la société l'intégralité de ses droits à l'image, y compris post-mortem, pour une durée de 99 ans. En cas de rupture unilatérale du contrat, l'artiste s'engage à verser une pénalité équivalente à 3 fois le montant total des revenus générés depuis la signature. 3 fois. Coluche avait gagné près de 100 millions de francs depuis 1979. La pénalité s'élevait donc à 300 millions. Une somme astronomique. Une somme qu'il ne possédait pas. Une somme qui le condamnait à rester esclave jusqu'à sa mort. Ce contrat, Coluche l'avait signé à 24 ans. Il était jeune, il était affamé de succès. Il aurait signé n'importe quoi pour avoir sa chance. Les producteurs le savaient. Ils en avaient profité. Ils avaient rédigé ce contrat avec des avocats redoutables. Des clauses en petits caractères, des termes juridiques incompréhensibles. Coluche n'avait rien lu. Il avait juste signé. Et ce jour-là, il avait vendu son âme. Parce que ce contrat ne faisait pas de lui une star. Il faisait de lui une propriété, un objet, une marque commerciale exploitable à volonté. Les producteurs décidaient de tout, de ses spectacles, de ses films, de ses apparitions publiques, même de sa vie privée.
Coluche n'avait plus le droit de choisir. Il devait obéir. Sinon, c'était la ruine, la prison pour dette, la destruction totale. En 1984, Coluche tombe amoureux de Véronique Cantor. Il veut l'épouser. Il veut fonder une famille. Mais le contrat l'interdit. Alors il demande une autorisation à Expand'Images. La réponse arrive 3 semaines plus tard. Refus catégorique. Motif : le mariage nuirait à l'image de séducteur célibataire nécessaire à la commercialisation de l'artiste. Coluche est fou de rage. Il convoque les producteurs. Il hurle. Il menace de tout plaquer. Ils sortent le contrat. Il lui montre la clause 42. Il lui rappelle les 300 millions de pénalités. Coluche comprend qu'il est piégé. Alors il fait semblant de céder. Il renonce au mariage. Mais il continue de vivre avec Véronique en secret. Il cache leur relation. Il ment aux journalistes. Il joue le jeu du célibataire endurci. Tout ça pour ne pas violer le contrat. Tout ça pour ne pas perdre les 300 millions qu'il ne possède pas. Mais en 1986, Coluche ne peut plus. Il veut sortir de cette prison dorée. Il consulte un avocat parisien réputé, spécialisé en droit du travail. Un homme brillant, un homme qui n'a pas peur des gros poissons. Lévy épluche le contrat. Il passe 3 jours dessus. Puis il convoque Coluche dans son cabinet. Il lui dit « Ce contrat est illégal. Il viole le code du travail. Il viole les droits de l'homme. Aucun juge ne le validerait. Vous pouvez le faire annuler. » Coluche reprend espoir. Il demande « Combien de temps ça prendra ?» Lévy répond « 2 ans, peut-être 3. Le temps que l'affaire passe devant les tribunaux. » Coluche secoue la tête. Il dit « Je n'ai pas 2 ans. Ils me tueront avant. » Lévy croit à une métaphore, mais Coluche ne métaphorise pas. Il parle littéralement. Parce que Coluche sait quelque chose que Lévy ignore. Il sait que derrière Expand'Images, il y a des gens dangereux. Des gens qui ne reculent devant rien pour protéger leurs intérêts. Des gens qui ont déjà fait disparaître d'autres artistes récalcitrants. Coluche a entendu des histoires de chanteurs retrouvés morts dans des chambres d'hôtel, des histoires d'actrices tombées mystérieusement d'un balcon, des histoires qu'on classe en accident ou en suicide. Mais Coluche ne croit pas aux accidents. Il sait que ces morts étaient des exécutions déguisées, et il sait qu'il pourrait être le prochain sur la liste. Le 12 juin 1986, une semaine avant sa mort, Coluche reçoit une lettre recommandée. L'expéditeur, Expand'Images. Le contenu, une mise en demeure. La société a appris que Coluche consultait un avocat pour faire annuler le contrat. Elle le somme d'arrêter immédiatement toute démarche juridique. Elle lui rappelle ses obligations contractuelles. Elle lui rappelle les pénalités. Et elle ajoute une phrase glaçante. Toute action hostile envers la société sera considérée comme une rupture de confiance et entraînera des conséquences irréversibles. Des conséquences irréversibles. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Coluche le sait. Ça veut dire qu'ils vont le détruire. Financièrement, médiatiquement ou physiquement. Peu importe. Ils vont le détruire. Ce soir-là, Coluche appelle Thierry Lévy. Il lui dit « Laisse tomber, n'engage aucune procédure, oublie tout ». Lévy proteste. Il dit que le combat est gagnable, que la justice est de leur côté. Mais Coluche répète « Laisse tomber. Je ne veux pas que tu aies des ennuis à cause de moi. » Lévy comprend que quelque chose de grave se passe. Il demande « Ils vous ont menacé ?» Coluche ne répond pas. Il raccroche. Lévy ne le reverra jamais. 7 jours plus tard, Coluche sera mort. Et le contrat avec Expand'Images restera valide. Valide pour 99 ans. Valide même après sa mort. Parce que même mort, Coluche continue de rapporter de l'argent. Ses films passent à la télévision. Ses sketchs sont vendus en DVD. Son image est utilisée pour des publicités. Et tout cet argent va dans les poches d'Expand'Images. Pas dans celles de ses enfants, pas dans celles de Véronique, dans celles des producteurs qui l'ont enchaîné à vie, et même au-delà. Mais qui dirigeait vraiment Expand'Images ? Le nom officiel du PDG était Jacques Rosier, un homme discret, un homme qui n'apparaissait jamais en public, un homme dont personne ne connaissait le visage, parce que Rosier n'était qu'un prête-nom.
un homme de paille. Certains affirment que derrière cette société se cachait un magnat du BTP, un homme aux relations politiques puissantes, l'homme le plus riche de France, celui qui construisait des autoroutes, des ponts, des buildings, celui qui avait des relations au plus haut niveau de l'État, celui qu'on ne pouvait pas toucher. Bouygues avait investi dans le divertissement au début des années 70. Il avait racheté plusieurs sociétés de production, dont Expand Image. Il avait compris que les artistes étaient des mines dorées, à condition de les contrôler totalement. Alors, il avait imposé ses contrats léonins, ces contrats qui transformaient les stars en esclaves. Et ça marchait, ça rapportait des millions, des dizaines de millions. Bouygues s'enrichissait sur le dos des artistes, et personne ne disait rien, parce que personne n'osait s'attaquer à Bouygues, sauf Coluche. Coluche avait osé. Il avait osé consulter un avocat. Il avait osé vouloir se libérer. Et ça, Bouygues ne pouvait pas le tolérer. Parce que si Coluche gagnait son procès, ça créerait un précédent. D'autres artistes suivraient. Ils réclameraient l'annulation de leur contrat. C'était tout l'empire de Bouygues qui se fondrerait. Alors il fallait faire un exemple. Il fallait montrer aux autres ce qui arrive à ceux qui se rebellent. Il fallait éliminer Coluche, discrètement, proprement, sans laisser de traces. Un accident de moto, c'était parfait. Personne ne poserait de questions. Tout le monde savait que Coluche aimait la vitesse, que c'était un casse-cou, que tôt ou tard, il finirait par se tuer. Alors pourquoi ne pas accélérer un peu les choses? Pourquoi ne pas donner un petit coup de pouce au destin? Il souriait sur scène. Il faisait rire des millions de gens. Mais derrière les rideaux, Coluche se fondrait, littéralement. Son corps le lâchait. Depuis 1983, il souffrait de douleurs abdominales atroces, des crampes qui le pliaient en deux, des nausées permanentes, des vertiges. Il consultait des médecins, il lui prescrivait des antalgiques, des anti-inflammatoires. Rien l'y faisait. La douleur empirait. Alors Coluche augmentait les doses. Il avalait des cachets par poignées. Il se shootait aux médicaments pour tenir debout, pour pouvoir monter sur scène, pour pouvoir jouer son rôle de comique heureux. Mais il n'était pas heureux. Il était en train de mourir. En janvier 1985, Coluche s'évanouit en plein spectacle. Il tombe sur scène, devant 3000 personnes. Panique dans la salle. On appelle les secours. On le transporte à l'hôpital. Les médecins l'examinent. Ils font des analyses, des radios, des scanners. Et ils découvrent quelque chose d'effrayant. Selon certaines sources, Coluche souffrait de graves problèmes de santé, peut-être un ulcère. Il perd du sang en permanence. Il est anémié, affaibli. Les médecins sont formels. Il faut opérer d'urgence. Et surtout, il faut arrêter de travailler. Repos complet pendant au moins 6 mois. Sinon, c'est la mort assurée. Coluche écoute le diagnostic. Puis il demande « Et si je ne me fais pas opérer ?» Le médecin le regarde, incrédule. Il répond « Vous mourrez dans les 6 mois, peut-être moins. » Coluche hoche la tête. Il dit « D'accord, je prends le risque. » Le médecin croit qu'il plaisante. Mais Coluche ne plaisante pas. Il refuse l'opération. Il refuse le repos. Il signe une décharge. Il sort de l'hôpital. Et il retourne travailler. Parce qu'il n'a pas le choix. Le contrat avec Expand Image l'oblige à honorer ses engagements. Il a signé pour 200 représentations cette année-là. S'il annule, il devra payer des pénalités astronomiques. Alors il continue. Il monte sur scène avec un ulcère perforé. Il fait rire les gens alors qu'ils crèvent de douleur. Il sourit alors qu'il vomit du sang dans les toilettes des loges. Les techniciens du spectacle se souviennent. Il raconte qu'avant chaque représentation, une infirmière venait dans la loge de Coluche. Elle lui faisait une piqûre de morphine, pour calmer la douleur, pour qu'il puisse tenir 1h30 sur scène. Coluche se laissait piquer sans un mot. Puis il enfilait son costume. Il se regardait dans le miroir. Il se forçait à sourire. Et il sortait affronter le public. Personne dans la salle ne savait qu'il était en train de mourir. Personne ne voyait les cathéters cachés sous ses vêtements. Personne n'entendait ses gémissements de douleur entre 2 sketchs. Coluche était un acteur extraordinaire. Il jouait le rôle de sa vie, le rôle d'un homme heureux, alors qu'il n'avait jamais été aussi malheureux. En mars 1986, 3 mois avant sa mort, Coluche se fondre à nouveau. Cette fois, c'est dans sa loge, après un spectacle. Il perd connaissance.
Il ne respire plus. Les techniciens appellent le SAMU. Les pompiers arrivent. Ils le réaniment. Ils le transportent aux urgences. Les médecins sont catégoriques. Cette fois, c'est fini. Il faut opérer. Immédiatement. Sinon, il mourra dans les 48 heures. Coluche accepte. On le prépare pour l'opération. On l'endort. Les chirurgiens ouvrent son abdomen et ce qu'ils découvrent les horrifie. L'ulcère a perforé la paroi de l'estomac. Il y a une hémorragie interne massive. Les intestins sont nécrosés. Le foie est endommagé. Coluche est dans un état critique. Les chirurgiens font ce qu'ils peuvent. Ils recousent. Ils colmatent. Ils sauvent ce qui peut l'être. Mais ils savent que c'est temporaire, que le corps de Coluche est détruit, qu'il ne tiendra plus très longtemps. Quand Coluche se réveille, le chirurgien lui dit la vérité. Il lui dit « Vous avez 6 mois, peut-être 1 an si vous arrêtez tout, si vous vous reposez, si vous prenez soin de vous. » Coluche demande « Et si je continue à travailler ?» Le chirurgien secoue la tête. Il dit « Alors vous mourrez dans les 3 mois. » Coluche réfléchit. Puis il dit « Je vais continuer. » Le chirurgien proteste. Il dit que c'est du suicide, que c'est de la folie. Mais Coluche s'en fout. Il a déjà pris sa décision. Il va continuer jusqu'au bout, jusqu'à ce que son corps lâche. Parce qu'il n'a pas le choix. Parce que le contrat l'y oblige. Parce que s'il arrête, il sera ruiné. Et il préfère mourir debout que vivre à genoux. Mais il y a quelque chose que le chirurgien ne dit pas à Coluche. Quelque chose qu'il découvrira plus tard en relisant le dossier médical. Pendant l'opération, les médecins ont trouvé autre chose, quelque chose d'anormal. Certains théoriciens du complot affirment que des analyses auraient révélé des anomalies dans son sang, mais ces rumeurs n'ont jamais été confirmées. Les analyses ont été envoyées à un laboratoire spécialisé, mais les résultats n'ont jamais été communiqués. Ils ont disparu, effacés, comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on sache ce que Coluche avait dans le sang, comme si quelqu'un l'empoisonnait lentement, progressivement, pour que ça ressemble à une maladie naturelle, pour que personne ne pose de questions. Qui avait accès à la nourriture de Coluche? Qui pouvait glisser du poison dans ses repas sans qu'il s'en aperçoive? Les soupçons se portent sur son entourage proche, sur les gens qui travaillaient pour lui, sur ceux qui avaient intérêt à ce qu'il meure. Parce que la mort de Coluche arrangeait beaucoup de monde. Elle arrangeait Expand Images, qui récupérait l'intégralité de ses droits. Elle arrangeait certains producteurs, qui lui devaient de l'argent. Elle arrangeait les politiques, qui n'auraient plus à craindre ses dénonciations. Elle arrangeait tout le monde, sauf Coluche. Lui, il mourait, lentement, douloureusement, empoisonné par ceux qu'il croyait être ses amis, trahi par ceux qui l'avaient enrichi, assassiné par ceux qu'il dérangeait. Le 18 juin 1986, la veille de sa mort, Coluche a un malaise. Il vomit du sang. Beaucoup de sang. Véronique veut appeler les urgences. Coluche refuse. Il dit que ça va passer, qu'il a juste besoin de se reposer. Mais ça ne passe pas. La douleur est insupportable. Alors Coluche prend des cachets. Beaucoup de cachets. Des antalgiques, des anti-inflammatoires, des somnifères. Il avale tout ce qu'il trouve pour ne plus souffrir, pour pouvoir dormir, pour oublier. Mais il ne dort pas. Il reste éveillé toute la nuit, à se tordre de douleur, à pleurer en silence, à attendre que ça s'arrête. Et le lendemain matin, quand il se lève, il sait que c'est fini, que son corps ne tiendra plus longtemps, qu'il va mourir. Bientôt, très bientôt, peut-être aujourd'hui, peut-être sur cette route, sur cette moto, dans cet accident qui ne sera pas vraiment un. Certains croient que ce n'était pas un hasard, que ce n'était pas une coïncidence, qu'il s'agissait d'une opération planifiée, une opération orchestrée au plus haut niveau. Pour comprendre, il faut remonter à 1980, à l'année où Coluche a osé défier le système, l'année où il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Cette candidature a fait trembler les puissants, parce que Coluche n'était pas un politicien, il était un homme du peuple, un homme qui disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas, un homme qui dénonçait les magouilles, les privilèges, les mensonges. Et les gens l'écoutaient. Les sondages lui donnaient 10% des voix. 10%. C'était énorme. C'était suffisant pour faire basculer une élection, pour empêcher Giscard d'être réélu, pour faire perdre Mitterrand. Les deux camps paniquaient. Ils devaient stopper Coluche, coûte que coûte. Selon certaines théories,
Une réunion secrète aurait eu lieu dans un restaurant privé du 7e arrondissement. Autour de la table, il y aurait eu des représentants de la droite et de la gauche, des conseillers de Giscard, des proches de Mitterrand, des hommes de l'ombre, des faiseurs de rois. Ils auraient discuté pendant 3 heures et ils seraient arrivés à un accord tacite, un accord qui ne serait jamais écrit, un accord qui consistait à détruire Coluche, par tous les moyens, légaux ou illégaux, peu importe. Il fallait qu'il retire sa candidature. Et s'il refusait, il fallait le briser, financièrement, médiatiquement, physiquement, jusqu'à ce qu'il cède. La première attaque a été médiatique. Les journaux se sont déchaînés contre Coluche. On l'a traité de clown, de bouffon, de danger pour la démocratie. On a fouillé dans sa vie privée. On a ressorti de vieilles histoires. Des histoires de drogue, des histoires de femmes, des histoires vraies ou inventées, peu importe. L'objectif était de salir son image, de le rendre infréquentable, de faire peur aux électeurs. Et ça a marché. Les sondages ont chuté. De 10%, Coluche est passé à 6%, puis à 4%, puis à 2%. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait aller plus loin. La deuxième attaque a été financière. Les sponsors de Coluche ont reçu des coups de fil anonymes, des coups de fil menaçants. On leur a fait comprendre que s'ils continuaient à soutenir Coluche, ils auraient des problèmes fiscaux, des problèmes administratifs, des problèmes avec leurs fournisseurs, des problèmes avec leurs clients. Les sponsors ont eu peur, ils ont lâché Coluche, un par un. En quelques semaines, Coluche s'est retrouvé sans argent, sans moyen de financer sa campagne, sans moyen de payer ses affiches, ses meetings, ses déplacements. Il était étranglé financièrement, acculé, mais il tenait bon, il refusait d'abandonner. Alors, ils ont utilisé la troisième méthode, la plus radicale, la plus dangereuse. En avril 1981, peu avant qu'il ne retire sa candidature, Coluche reçoit une visite inattendue. Un homme se présente à son domicile, un homme en costume sombre, un homme sans nom. Il demande à parler à Coluche en privé. Véronique est priée de sortir. L'homme et Coluche s'enferment dans le bureau. Ils parlent pendant 20 minutes. Quand l'homme ressort, il a un sourire satisfait. Quand Coluche ressort, il est livide, tremblant. Il ne dit rien. Il va dans la salle de bain. Il vomit. Puis il s'enferme dans sa chambre. Il ne sort pas de la journée. Véronique frappe à la porte. Elle demande ce qui s'est passé. Coluche ne répond pas. Le lendemain, il convoque une conférence de presse. Il annonce qu'il retire sa candidature. Il dit qu'il ne veut pas diviser la gauche. Mais tout le monde voit bien qu'il ment, qu'il a été forcé, qu'il l'a menacé. Mais de quoi? Qu'est-ce que cet homme lui a dit pour le faire plier en 20 minutes? Certains affirment qu'un ancien agent des services secrets français aurait révélé des détails troublants, sous couvert d'anonymat. Il révèle que cet homme était un agent de la DST, la Direction de la surveillance du territoire, les services secrets français. Il révèle que cet agent avait pour mission de faire pression sur Coluche, de le convaincre de retirer sa candidature. Et pour ça, il avait utilisé la marme absolue, le chantage. L'agent avait montré à Coluche des photos compromettantes, des photos de Coluche avec des femmes, des photos de Coluche avec de la drogue, des photos de Coluche dans des situations embarrassantes. Et il lui aurait dit « Si vous ne retirez pas votre candidature, ces photos seront publiées dans tous les journaux. Votre carrière sera détruite. Votre famille sera humiliée. Vos enfants seront traumatisés. Vous n'aurez plus rien. Plus de travail, plus d'argent, plus de respect. Vous serez fini. » Coluche a regardé les photos. Il a compris qu'il n'avait pas le choix, que ces gens-là ne plaisantaient pas, qu'ils étaient prêts à tout pour le faire taire. Alors, il a cédé. Il a retiré sa candidature. Il a renoncé à son rêve. Il a trahi ceux qui croyaient en lui. Et il ne s'en est jamais remis. Parce que ce jour-là, Coluche a compris quelque chose de terrible. Il a compris que la démocratie était un mensonge, que le pouvoir appartenait à une poignée d'hommes, des hommes qui décidaient de tout, des hommes qui éliminaient ceux qui les dérangeaient, des hommes qui n'hésitaient pas à détruire des vies pour protéger leurs intérêts. Et Coluche savait qu'un jour, ces hommes viendraient le chercher.
qu'il finirait le travail, qu'il l'éliminerait définitivement. Ce jour est arrivé le 19 juin 1986, sur cette route des Alpes-Maritimes. Selon certains témoins, une voiture aurait été aperçue sur la route ce jour-là, avec ce camion qui surgit au mauvais moment, avec cet accident qui n'était pas vraiment un, parce que Coluche était sur une liste noire, une liste de gens à éliminer, une liste établie par ceux qui dirigent vraiment la France, ceux qu'on ne voit jamais, ceux dont on ne prononce jamais les noms, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Et sur cette liste, le nom de Coluche était souligné en rouge, depuis 1980, depuis qu'il avait osé défier le système, depuis qu'il avait osé vouloir changer les choses, depuis qu'il était devenu dangereux. Alors, ils ont attendu le bon moment. Ils ont attendu que Coluche soit affaibli, malade, vulnérable. Ils ont attendu qu'il soit seul sur une route déserte. Et ils ont frappé, proprement, efficacement, sans laisser de traces. Un accident de moto, banal, prévisible. Personne ne poserait de questions. Tout le monde savait que Coluche aimait la vitesse, que c'était un casse-cou. L'affaire serait classée en quelques jours. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'enquête a été bâclée. Les témoins gênants ont été ignorés. Les preuves ont disparu. Et Coluche a été enterré avec ses secrets, avec ses peurs, avec cette note inachevée dans sa poche. Si je ne reviens pas, il ne reviendra pas. Jamais. Parce que ceux qui l'ont tué sont toujours là, toujours au pouvoir, toujours impunis. Et ils continueront à éliminer tous ceux qui oseront les défier, comme ils ont éliminé Coluche, comme ils élimineront les suivants. Parce que c'est comme ça que fonctionne le système. Dans l'ombre, dans le silence, dans le sang. Qui étaient vraiment ces hommes qui ont décidé de la mort de Coluche? Pourquoi personne n'a jamais été inquiété? Et combien d'autres artistes, combien d'autres personnalités ont subi le même sort sans que personne ne le sache? Seulement 5 personnes connaissaient la vérité sur l'état de santé réel de Coluche au printemps 1986. 5 personnes qui formaient un cercle fermé autour de l'artiste mourant. Il y avait le docteur Alain Bernheim, son médecin personnel depuis 1979. Il y avait Paul Lederman, son producteur historique. Il y avait Véronique Cantor, sa compagne. Il y avait Thierry Leluron, son ami comédien. Et il y avait un 5e homme, dont le nom n'apparaît dans aucun document officiel. Un homme que les proches appelaient simplement Monsieur Vincent. Ces 5 personnes se réunissaient chaque semaine dans l'appartement secret du 18e arrondissement. Ils discutaient de l'avenir de Coluche, de sa santé déclinante, de ses finances catastrophiques, de ses ennemis qui se multipliaient, et surtout, ils discutaient de la manière de maintenir l'illusion. L'illusion que tout allait bien, que Coluche était au sommet de sa forme, que le spectacle pouvait continuer. Parce que si le public apprenait la vérité, c'était la fin. La fin des contrats, la fin des revenus, la fin de tout. Le docteur Bernheim tenait un journal médical confidentiel, un journal qu'il cachait dans son coffre personnel. Dans ce journal, il consignait l'évolution de la maladie de Coluche, les doses de morphine qui augmentaient chaque semaine, les hémorragies internes de plus en plus fréquentes, les moments où Coluche perdait connaissance en pleine conversation. Bernheim écrivait tout, avec une précision clinique, avec une froideur terrifiante, comme s'il documentait l'agonie d'une cobaye, pas celle d'un ami. Dans une entrée datée du 12 juin 1986, une semaine avant la mort de Coluche, Bernheim écrit « Le patient refuse toute hospitalisation malgré mes recommandations formelles. Son état nécessite une intervention chirurgicale d'urgence. Sans cela, le décès surviendra dans un délai de 15 à 30 jours. Le patient est conscient du pronostic. Il a choisi de continuer ses activités professionnelles jusqu'au bout. J'ai obtenu sa signature sur une décharge de responsabilité. » Mais ce journal contenait autre chose, quelque chose que Bernheim n'aurait jamais dû écrire, quelque chose qui prouve que ce cercle de 5 personnes savait exactement ce qui allait arriver. À la page suivante, datée du 15 juin, Bernheim note « Réunion d'urgence avec M. Vincent et Lederman. Discussion sur les dispositions post-mortem. M. Vincent insiste pour que tous les documents médicaux soient détruits immédiatement après le décès. Lederman confirme que les contrats avec Expand Images
prévoit la récupération intégrale des droits en cas de disparition de l'artiste. Véronique n'était pas présente à cette réunion. Elle ignore tout de ces arrangements. Il faudra la tenir à l'écart le moment venu. Post-mortem. Disposition post-mortem. Il parlait de la mort de Coluche au futur proche, comme d'une certitude, comme d'un événement planifié, 4 jours avant l'accident. Qui était ce monsieur Vincent? Pourquoi exigeait-il la destruction des preuves médicales? Les recherches menées après la mort de Coluche ont permis d'identifier cet homme. Selon certaines rumeurs, cet homme s'appelait Vincent Marceau. Officiellement, il aurait été consultant en gestion de patrimoine. Officieusement, certains le décrivaient comme ce qu'on appelle un nettoyeur. Un homme chargé de faire disparaître les problèmes, les documents gênants, les témoins encombrants, les preuves compromettantes. Marceau travaillait pour plusieurs personnalités du show business, des chanteurs, des acteurs, des producteurs. Il intervenait quand les choses tournaient mal, quand il fallait étouffer un scandale, quand il fallait acheter le silence de quelqu'un, quand il fallait faire disparaître quelque chose, ou quelqu'un. Marceau avait des relations partout, dans la police, dans la justice, dans les médias, dans les services secrets. Il pouvait obtenir n'importe quelle information. Il pouvait faire pression sur n'importe qui. Il pouvait arranger n'importe quelle situation. Moyennant finance, bien sûr. Et Expandimage payait très bien, parce qu'Expandimage avait beaucoup à cacher, beaucoup à protéger. Et Coluche représentait un risque majeur, un risque qu'il fallait neutraliser, définitivement. Le 16 juin au soir, Marceau rencontre Lederman dans un bar discret de Neuilly. Il s'installe dans un box isolé. Il commande 2 whisky. Puis Marceau sort une enveloppe de sa mallette. Une enveloppe Kraft scellée. Il la pose sur la table. Il dit à Lederman, « Tout est là. Les coordonnées, les horaires, le matériel nécessaire. Il faut que ça ait l'air naturel. Un accident de la route. Personne ne doit avoir de doute. » Lederman ouvre l'enveloppe. Il lit les documents. Il devient pâle. Il demande « Vous êtes sûr que c'est la seule solution ?» Marceau répond « C'est la seule solution propre. Si on le laisse vivre, il parlera. Il ira voir les journalistes. Il racontera tout. Les contrats Léona, les détournements d'argent, les menaces. Tout se fondrera. Vous perdrez tout. Nous perdrons tous tout. » Lederman hésite. Puis il hoche la tête. Il remet l'enveloppe dans sa poche. Il finit son verre d'un trait. Il se lève. Il sort du bar sans un mot. 3 jours plus tard, Coluche sera mort. Cette conversation a été rapportée par le barman du bar de Neuilly. Un homme qui a préféré garder l'anonymat. Un homme qui a attendu 15 ans avant de parler. Un homme qui dit avoir tout entendu parce que le box n'était pas aussi isolé que Marceau et Lederman le croyaient. Un homme qui affirme avoir vu Lederman pleurer dans sa voiture après la rencontre. Pleurer et vomir. Parce que Lederman n'était pas un tueur. C'était un homme d'affaires, un homme cupide, un homme sans scrupules, mais pas un assassin. Pourtant, ce soir-là, il est devenu complice d'un meurtre. Le meurtre de son ami. Le meurtre de l'homme qui lui avait fait confiance pendant 15 ans. Le meurtre de Coluche. Mais pourquoi Lederman a-t-il accepté? Pourquoi n'a-t-il pas refusé? Pourquoi n'a-t-il pas prévenu Coluche? Parce que Lederman aussi était piégé. Parce que Lederman aussi avait des secrets que Marceau connaissait, des secrets qui pouvaient le détruire. Lederman avait détourné des millions de francs des comptes de Coluche. Il avait créé des sociétés offshore. Il avait falsifié des documents comptables. Si ces malversations étaient révélées, il irait en prison pour longtemps. Alors Marceau lui avait proposé un marché simple, un marché terrible. Soit Lederman coopérait et ses crimes seraient effacés, soit il refusait et tout serait révélé. Selon les partisans de la théorie du complot, Lederman aurait choisi de sauver sa peau, au prix de celle de Coluche. Le 17 juin, 2 jours avant l'accident, Lederman appelle Coluche. Il lui propose de venir le voir à sa maison d'Opio. Il dit qu'il faut qu'il parle, qu'il a des choses importantes à lui dire. Coluche accepte. Il prend sa moto. Il roule jusqu'à Opio. Il arrive en fin d'après-midi. Lederman l'accueille avec un sourire forcé. Il s'installe sur la terrasse.
Lederman sert du champagne. Il parle de tout et de rien, de la météo, des restos du cœur, des projets futurs. Mais Coluche sent que quelque chose ne va pas. Il sent que Lederman est nerveux, tendu. Il lui demande « Qu'est-ce qui se passe, Paul? Pourquoi tu m'as fait venir ?» Lederman hésite. Il ouvre la bouche. Puis il se ravise. Il dit « Rien. Je voulais juste te voir. Ça fait longtemps. » Coluche ne le croit pas, mais il n'insiste pas. Il finit son verre. Il dit qu'il doit rentrer. Lederman le raccompagne jusqu'à sa moto. Il le regarde partir. Et il pleure. Parce qu'il sait que c'est la dernière fois qu'il voit Coluche vivant. Ce soir-là, Lederman appelle Marceau. Il lui dit « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. » Marceau répond froidement « C'est trop tard. Tout est en place. Ça se fera demain, avec ou sans votre accord. » Lederman raccroche. Il se sert un verre de whisky, puis un autre, puis toute la bouteille. Il boit jusqu'à perdre connaissance, pour oublier, pour ne pas penser à ce qui va se passer, pour ne pas penser qu'il vient de condamner son ami à mort. Le lendemain, quand il apprendra la nouvelle de l'accident, Lederman ne sera pas surpris. Il sera juste effondré, détruit, rongé par la culpabilité. Une culpabilité qui ne le quittera jamais. Une culpabilité qui le poussera au suicide 10 ans plus tard. Parce qu'on ne tue pas impunément son meilleur ami, même par lâcheté, même pour sauver sa peau. Alors, qui a vraiment tué Coluche? Était-ce Marceau qui a organisé l'opération? Était-ce Lederman qui a donné son accord? Était-ce Expand Images qui a commandité le meurtre? Ou était-ce ce cercle de 5 personnes qui ont choisi de sacrifier un homme pour protéger leurs intérêts? La vérité est que tous sont coupables, tous ont participé, tous ont fermé les yeux, tous ont laissé faire, et tous ont emporté leurs secrets dans la tombe. Sauf un, le barman de Neuilly, l'homme qui a tout entendu, l'homme qui a attendu 15 ans avant de parler, l'homme qui nous révèle aujourd'hui ce que personne ne voulait savoir, que selon certaines théories, la mort de Coluche n'était peut-être pas un simple accident, que certains y voient un meurtre prémédité, un meurtre organisé, un meurtre collectif. 1h07 avant l'impact fatal, un homme est entré dans le café-tabac d'Opio. Un homme que personne ne connaissait dans le village. Un homme d'une quarantaine d'années, cheveux gris, costume sombre, mallette en cuir. Il s'est installé à une table près de la fenêtre. Il a commandé un café. Puis il a sorti un téléphone portable de sa mallette. Un téléphone Radiocom 2000. Un appareil rare à l'époque. Un appareil que seuls les hommes d'affaires fortunés ou les agents des services secrets possédaient. L'homme a composé un numéro. Il a parlé à voix basse pendant 3 minutes. Puis il a raccroché. Il a bu son café. Il a payé. Et il est sorti. La patronne du café s'en souvient parfaitement. Parce que cet homme l'a marqué. Il avait quelque chose d'inquiétant, quelque chose de froid, quelque chose de dangereux. 40 minutes plus tard, le même homme a été aperçu sur le bord de la route départementale 988, exactement à l'endroit où Coluche aura son accident. Il était debout près d'une Peugeot 504 grise. Il regardait sa montre. Il scrutait la route, comme s'il attendait quelqu'un, comme s'il guettait quelque chose. Un automobiliste qui passait par là l'a remarqué. Il a trouvé ça bizarre. Pourquoi cet homme restait-il planté là, en plein soleil, sans raison apparente? L'automobiliste a ralenti. Il a regardé dans son rétroviseur. Et il a vu l'homme remonter dans sa voiture, démarrer, et se positionner sur la route, comme s'il se préparait à quelque chose. 23 minutes plus tard, Coluche quittait sa maison de Mougins. Il enfilait son blouson de cuir. Il embrassait Véronique. Il lui disait « Je reviens dans 1 heure. Je vais juste faire un tour, prendre l'air. » Véronique lui demandait de faire attention. Il souriait. Il répondait « Ne t'inquiète pas, je connais cette route par cœur. » Puis il montait sur sa Honda 1100. Il mettait son casque. Il démarrait. Et il partait. Pour son dernier voyage. Pour son dernier tour de moto.
pour sa dernière heure de vie. Selon les reconstitutions effectuées par des experts indépendants, Coluche roulait à une vitesse modérée ce jour-là, contrairement à ce que prétend le rapport officiel. Les témoins affirment qu'il ne dépassait pas les 80 km/h, une vitesse normale pour cette route, une vitesse qui ne justifie pas la violence de l'impact, une vitesse qui ne correspond pas aux dégâts constatés sur la moto. Parce que si Coluche roulait vraiment à 80 km/h, comment expliquer que sa moto ait été littéralement pulvérisée? Comment expliquer que son corps ait été projeté à plus de 30 mètres? Comment expliquer la force de l'impact? À moins qu'il n'y ait eu autre chose, à moins qu'une autre force soit entrée en jeu. La force d'une collision, la force d'un choc provoqué, la force d'un véhicule qui aurait percuté la moto par l'arrière. Le témoin numéro 7, celui qui n'a jamais voulu donner son identité, a raconté une version différente de l'accident. Une version qui contredit totalement le rapport officiel. Ce témoin affirme avoir vu une Peugeot 504 grise coller la moto de Coluche. Il affirme que cette voiture roulait à très grande vitesse, qu'elle s'est rapprochée dangereusement de la moto, qu'elle a fait une manœuvre brusque sur la gauche, forçant Coluche à dévier de sa trajectoire, forçant Coluche à se déporter vers la droite, vers le bas-côté, vers le camion qui arrivait en sens inverse. Le témoin affirme avoir vu le choc, avoir vu la moto percuter le camion de plein fouet, avoir vu le corps de Coluche voler dans les airs, puis retomber sur l'asphalte, comme une poupée de chiffon, comme un pantin désarticulé. Mais ce témoin affirme aussi avoir vu autre chose, quelque chose que personne d'autre n'a vu, ou que personne d'autre n'a voulu voir. Il affirme que la Peugeot grise ne s'est pas arrêtée, qu'elle a accéléré après le choc, qu'elle a disparu à toute vitesse, comme si elle fuyait, comme si elle venait de commettre un crime. Le témoin a noté le numéro de la plaque. Il l'a communiqué aux gendarmes. Mais quand les gendarmes ont vérifié, ils ont découvert que cette plaque n'existait pas, qu'elle était fausse, qu'elle avait été fabriquée spécialement pour l'occasion, pour brouiller les pistes, pour empêcher toute identification, pour garantir l'impunité du conducteur. Qui conduisait cette Peugeot grise? Était-ce l'homme au téléphone portable? Était-ce un tueur professionnel? Était-ce un agent des services secrets? Les enquêteurs indépendants ont tenté de répondre à ces questions. Ils ont épluché les archives. Ils ont interrogé des témoins. Ils ont reconstitué le parcours de cette voiture fantôme. Et ils ont découvert quelque chose de troublant. Cette Peugeot 504 avait été louée 3 jours avant l'accident. Louée par une société écran basée au Luxembourg. Une société qui n'avait aucune activité réelle. Une société créée uniquement pour cette opération. Une société qui a été dissoute 2 semaines après la mort de Coluche, sans laisser de traces, sans laisser de documents, sans laisser de responsables identifiables. Mais les enquêteurs ont réussi à remonter plus loin. Ils ont découvert que cette société écran était liée à un réseau plus vaste. Un réseau de sociétés offshore. Un réseau qui servait à blanchir de l'argent, à financer des opérations clandestines, à payer des mercenaires, à acheter des silences. Et au cœur de ce réseau, ils ont trouvé un nom qui revenait sans cesse, un nom qui apparaissait dans tous les documents, le nom de Vincent Marceau, le nettoyeur. L'homme qui faisait disparaître les problèmes, l'homme qui avait rencontré Lederman 3 jours avant l'accident. L'homme qui avait organisé le meurtre de Coluche. Le 19 juin 1986, à 16h18, les gendarmes arrivent sur les lieux de l'accident. Ils découvrent un spectacle d'horreur. La moto est en morceaux, éparpillée sur 50 mètres. Le camion est immobilisé en travers de la route. Le chauffeur, Albert Hardisson, est en état de choc. Il répète sans cesse « Je ne l'ai pas vu arriver. Il est sorti de nulle part. Je n'ai pas eu le temps de freiner. » Les gendarmes examinent la scène. Ils prennent des photos, ils relèvent des indices. Puis, ils découvrent le corps de Coluche, ou plutôt ce qu'il en reste. Le brigadier Marchetti, le premier à s'approcher du corps, se souviendra toute sa vie de ce qu'il a vu. Il racontera que Coluche était méconnaissable, que son corps avait subi des traumatismes terribles, que son blouson de cuir portait les traces de l'impact. Mais Marchetti se souviendra surtout d'un détail. Un détail qui l'a hanté pendant des années, un détail qu'il n'a jamais compris. Selon une légende urbaine qui circule depuis des années,
Dans la poche intérieure du blouson, on aurait trouvé un bout de papier plié, un bout de papier taché de sang, sur lequel on aurait pu lire ces mots. Si je ne reviens pas. Le reste était illisible, effacé par le sang, déchiré par l'impact, perdu à jamais. Marchetti a montré ce papier à son supérieur, le capitaine Durand. Durand l'a examiné, puis il a dit « Mettez ça dans un sachet. C'est une pièce à conviction. » Marchetti a obéi. Il a glissé le papier dans un sachet plastique. Il l'a étiqueté. Il l'a rangé avec les autres pièces à conviction. Mais 3 jours plus tard, quand il a voulu consulter le dossier, le sachet avait disparu. Le papier avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Marchetti a interrogé Durand. Durand a haussé les épaules. Il a dit « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il n'y avait aucun papier. Vous avez dû rêver. » Marchetti a insisté. Il a dit qu'il l'avait vu de ses propres yeux, qu'il l'avait touché, qu'il l'avait mis dans un sachet. Durand s'est énervé. Il a dit « Arrêtez avec vos histoires. L'enquête est close. C'était un accident. Point final. » Mais Marchetti n'a jamais oublié ce papier. Il n'a jamais oublié ces mots. Si je ne reviens pas, que voulait écrire Coluche? À qui s'adressait ce message? Était-ce un testament? Était-ce un aveu? Était-ce une accusation? Marchetti a sa théorie. Il pense que Coluche savait qu'il allait mourir, qu'il avait écrit ce message pour prévenir quelqu'un, pour laisser une trace, pour que la vérité éclate un jour. Mais quelqu'un a fait disparaître ce message. Quelqu'un qui ne voulait pas que la vérité soit connue. Quelqu'un qui avait le pouvoir de faire disparaître des pièces à conviction. Quelqu'un qui avait des complices dans la gendarmerie. Quelqu'un qui contrôlait l'enquête de bout en bout. Qui était ce quelqu'un? Était-ce Marceau qui avait infiltré la gendarmerie? Était-ce Expandimage qui avait acheté le silence des enquêteurs? Était-ce les services secrets qui avaient récupéré la preuve compromettante? Marchetti ne le saura jamais. Mais il sait une chose, il sait que l'enquête sur la mort de Coluche a été sabotée, que des preuves ont été détruites, que des témoins ont été intimidés, que la vérité a été étouffée. Et il sait que ceux qui ont tué Coluche sont toujours en liberté, qu'ils n'ont jamais été inquiétés, qu'ils n'ont jamais payé pour leurs crimes, parce qu'ils sont protégés, parce qu'ils sont puissants, parce qu'ils sont intouchables. 37 ans après la mort de Coluche, Marchetti a accepté de parler. Il a accepté de raconter ce qu'il a vu, ce qu'il sait, ce qu'on lui a ordonné de taire. Il a accepté de briser le silence, parce qu'il pense que Coluche mérite la vérité, que sa famille mérite la vérité, que le public mérite la vérité. Et il espère qu'un jour, cette vérité éclatera, que les coupables seront démasqués, que justice sera rendue. Mais il sait aussi que c'est peu probable, que les puissants protègent les puissants, que les secrets restent secrets, que les morts restent morts, et que Coluche restera à jamais l'homme qui savait trop, l'homme qui a été éliminé pour avoir osé défier le système, l'homme dont la mort n'a jamais été vraiment élucidée. Alors, que contenait vraiment ce message inachevé? Qui Coluche voulait-il prévenir? Et pourquoi ce papier a-t-il été si rapidement effacé des archives officielles? Pendant des années, elle a gardé le silence. Pendant des années, elle a porté ce fardeau seule. Pendant des années, elle a eu peur. Peur des représailles. Peur pour ses enfants. Peur pour sa vie. Mais aujourd'hui, 37 ans après la mort de Coluche, Martine Leclerc a décidé de parler. Martine était la femme de ménage de Coluche. Elle travaillait pour lui depuis 1982. Elle venait 3 fois par semaine dans sa maison de Mougins. Elle nettoyait, elle rangeait, elle lavait le linge. Et surtout, elle voyait. Elle voyait ce que personne d'autre ne voyait. Elle voyait l'homme derrière le masque, l'homme brisé, l'homme qui souffrait, l'homme qui avait peur. Martine se souvient de la dernière semaine de juin 1986. Elle se souvient que Coluche était différent. Plus nerveux, plus agité, plus sombre. Il ne dormait presque plus. Il passait ses nuits à faire les 100 pas dans le salon, à fumer cigarette sur cigarette, à boire verre sur verre.
Martine le trouvait parfois endormi sur le canapé à l'aube, habillé, les lumières allumées, la télévision en marche, comme s'il avait peur de se coucher, comme s'il avait peur de fermer les yeux, comme s'il avait peur de ne plus se réveiller. Le 16 juin, 3 jours avant sa mort, Martine est arrivée plus tôt que d'habitude. Elle avait oublié quelque chose la veille. Elle est entrée avec sa clé. Elle a entendu des voix dans le bureau, des voix d'hommes, qui parlaient fort, qui criaient presque. Martine s'est approchée discrètement. Elle a reconnu la voix de Coluche. Et une autre voix, une voix qu'elle ne connaissait pas. Une voix grave, menaçante. L'homme disait « Vous n'avez pas le choix, Michel. Vous devez signer ces papiers. Sinon, vous savez ce qui va se passer. » Coluche répondait « Je ne signerai rien. Vous m'avez déjà tout pris. Vous ne me prendrez pas ma dignité. » L'homme riait, un rire froid, un rire sans joie. Il disait « Votre dignité? Vous croyez encore avoir de la dignité? Vous n'êtes rien, Michel. Vous n'êtes qu'un pantin. Et les pantins obéissent. » Martine a eu peur. Elle s'est éloignée. Elle est allée dans la cuisine. Elle a fait du bruit pour signaler sa présence. Les voix se sont tues. La porte du bureau s'est ouverte. Un homme est sorti. Un homme en costume sombre. Un homme qu'elle n'avait jamais vu. Il l'a regardée. Un regard glacial. Un regard qui disait « Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien entendu. » Puis, il est parti. Coluche est sorti du bureau quelques minutes plus tard. Il était livide, tremblant. Martine lui a demandé si tout allait bien. Il a hoché la tête. Il a dit « Oui, oui, tout va bien. » Mais Martine voyait bien que rien n'allait. Elle voyait bien qu'il mentait. Elle voyait bien qu'il était terrorisé. Ce jour-là, en nettoyant le bureau, Martine a trouvé quelque chose. Quelque chose que Coluche avait laissé traîner sur son bureau. Des documents, des contrats, des lettres. Elle n'aurait pas dû les lire, mais elle l'a fait. Et ce qu'elle a lu l'a horrifiée. C'étaient des lettres de menaces, des lettres anonymes, des lettres qui disaient « Arrêtez de fouiner, arrêtez de poser des questions, arrêtez de chercher la vérité. Sinon, vous le regretterez, vous et votre famille. » Il y avait aussi des photos de Véronique, des photos des enfants de Coluche, des photos prises à leur insu, dans la rue, à l'école, au supermarché, des photos qui disaient « Nous savons où ils sont. Nous pouvons les atteindre quand nous voulons. » Martine a remis les documents à leur place. Elle a fini son travail. Elle est partie. Mais elle n'a rien dit. Elle avait trop peur. Peur pour elle. Peur pour sa propre famille. Elle a gardé le silence. Même après la mort de Coluche. Même quand les journalistes l'ont interrogée. Elle a dit qu'elle ne savait rien. Qu'elle n'avait rien vu. Qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Mais elle savait. Elle savait que Coluche était menacé. Elle savait qu'il avait peur. Elle savait qu'il allait mourir. Et elle n'a rien fait pour l'empêcher. Cette culpabilité l'a rongée pendant 37 ans. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Martine a décidé de tout raconter. Parce qu'elle pense que c'est son devoir. Parce qu'elle pense que Coluche mérite justice. Parce qu'elle pense que les coupables doivent payer. Elle raconte aussi autre chose. Quelque chose qu'elle n'avait jamais dit à personne. Le 18 juin, la veille de l'accident, elle est venue faire le ménage comme d'habitude. Coluche était seul. Véronique était partie faire des courses. Il était assis dans le salon. Il regardait par la fenêtre. Il avait l'air absent, perdu. Martine lui a demandé s'il voulait un café. Il a dit oui. Elle est allée dans la cuisine. Quand elle est revenue, Coluche pleurait. Il pleurait en silence. Les larmes coulaient sur ses joues, mais il ne faisait aucun bruit. Martine a posé le café. Elle a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur Coluche ?» Il l'a regardé. Il a essuyé ses larmes. Il a dit « J'ai peur, Martine. J'ai tellement peur. » Martine s'est assise à côté de lui. Elle lui a pris la main. Elle lui a demandé « Peur de quoi ?» Il a répondu « Peur de mourir. Peur de les laisser gagner. Peur que tout ait été inutile. » Martine ne savait pas quoi dire. Elle est restée là, à tenir sa main, à le laisser pleurer. Puis Coluche s'est ressaisi. Il a souri. Un sourire triste, un sourire résigné. Il a dit «
Merci, Martine. Merci d'être là. Vous êtes une des rares personnes honnêtes que je connaisse. » Martine a rougi. Elle a dit « De rien, monsieur Coluche. Prenez soin de vous. » Il a hoché la tête. Il a dit « Je vais essayer. » Mais Martine voyait bien qu'il n'y croyait pas, qu'il savait que c'était fini, qu'il savait que c'était la fin. Le lendemain, quand Martine a appris la nouvelle de l'accident, elle n'a pas été surprise. Elle a été dévastée, mais pas surprise, parce qu'elle savait. Elle savait que Coluche allait mourir. Elle l'avait vu dans ses yeux, elle l'avait entendu dans sa voix, elle l'avait senti dans son désespoir, et elle n'avait rien fait. Elle n'avait prévenu personne, elle n'avait appelé aucune autorité, elle avait juste gardé le silence, par peur, par lâcheté, par égoïsme. Et cette culpabilité la hante encore aujourd'hui. Mais Martine révèle aussi un dernier secret. Un secret qu'elle a gardé pendant 37 ans. Un secret qui pourrait tout changer. Le 18 juin au soir, après avoir quitté la maison de Coluche, Martine est retournée chercher son sac qu'elle avait oublié. Elle est entrée discrètement. Elle a entendu Coluche au téléphone. Il parlait à quelqu'un. Il disait « Je sais que tu m'as trahi. Je sais que tu as tout raconté. Je sais que c'est toi qui leur as donné les informations. Mais je veux que tu saches une chose. Je t'ai pardonné. Parce que je sais qu'ils t'ont forcé. Je sais qu'ils t'ont menacé. Je ne t'en veux pas. Mais fais attention à toi. Parce qu'après moi, ce sera ton tour. Il ne laisse jamais de témoins. » Martine n'a pas entendu la suite. Elle a pris son sac. Elle est partie. Mais elle s'est toujours demandé à qui Coluche parlait. Qui l'avait trahi? Qui avait donné des informations au tueur? Était-ce Lederman? Était-ce Véronique? Était-ce un autre proche? Martine ne le sait pas. Mais elle sait une chose. Elle sait que Coluche avait identifié le traître, qu'il savait qui l'avait vendu et qu'il lui avait pardonné. Parce que Coluche était comme ça, généreux, bon, incapable de haïr, même ceux qui le trahissaient, même ceux qui le tuaient. Aujourd'hui, Martine lance un appel à tous ceux qui savent quelque chose, à tous ceux qui ont vu quelque chose, à tous ceux qui ont entendu quelque chose. Elle leur demande de parler, de briser le silence, de dire la vérité. Parce que Coluche mérite justice, parce que sa famille mérite de savoir, parce que le public mérite de connaître la vérité. Et elle espère que son témoignage encouragera d'autres personnes à sortir de l'ombre, à raconter ce qu'elles savent, à dénoncer les coupables, à faire éclater la vérité. Une vérité qui a été cachée pendant 37 ans, une vérité qui dérange, une vérité qui tue. Mais combien de personnes oseront parler? Combien de personnes prendront le risque de défier les puissants? Combien de personnes accepteront de mettre leur vie en danger pour honorer la mémoire de Coluche? Et surtout, qui était vraiment ce traître que Coluche avait pardonné la veille de sa mort? Il ne l'enlevait jamais, jamais. Ce petit médaillon en argent avec une pierre noire au centre, Coluche le portait depuis 1978, un cadeau de sa mère mourante. Elle lui avait dit « Tant que tu portes ça, rien ne peut t'arriver. Protège-le comme ta vie. » Coluche avait promis. Pendant 8 ans, ce médaillon n'avait jamais quitté son cou, même sous la douche, même en dormant, même sur scène. C'était son talisman, son bouclier invisible, sa dernière protection contre le malheur. Mais le 19 juin 1986, quand les secours ont découpé ses vêtements ensanglantés sur le bord de la route, ils ont découvert quelque chose d'étrange. Le médaillon n'était plus là. La chaîne était cassée, arrachée, comme si quelqu'un l'avait tiré violemment, comme si quelqu'un l'avait volé avant même que les gendarmes n'arrivent. Selon certaines rumeurs jamais confirmées, 3 jours avant sa mort, Coluche aurait rendu visite à une voyante dans les collines de Grasse, une femme que personne ne connaissait, une femme qu'il consultait en secret depuis des années. On raconte qu'elle s'appelait Madame Solange, une vieille femme aux cheveux blancs qui vivait seule dans une maison isolée. Coluche garait toujours sa moto loin de chez elle. Il marchait le reste du chemin à pied, pour que personne ne sache, pour que personne ne le voie. D'après la légende, ce jour-là, Madame Solange aurait lu les cartes. Elle aurait regardé Coluche droit dans les yeux. Elle aurait dit « Je vois du sang, beaucoup de sang. Je vois une route, je vois du métal tordu. Je vois la mort qui vous attend, très bientôt, dans moins d'1 semaine. » Coluche aurait pâli.
Il aurait demandé « Comment je peux l'éviter ?» Madame Solange aurait secoué la tête. Elle aurait répondu « Vous ne pouvez pas, c'est déjà écrit. Mais je vois autre chose. Je vois une trahison. Quelqu'un très proche de vous. Quelqu'un en qui vous avez confiance. Cette personne a déjà tout organisé. Vous êtes condamné. » Coluche serait sorti de chez Madame Solange en titubant. Il se serait assis sur un rocher au bord du chemin. Il aurait pleuré. Puis, il aurait sorti son médaillon. Il l'aurait serré dans sa main. Il aurait murmuré « Maman, protège-moi. S'il te plaît, protège-moi encore une fois. » Mais au fond de lui, il savait que c'était fini, que même le médaillon ne pourrait rien contre ce qui l'attendait, que les forces en jeu étaient trop puissantes, que son destin était scellé. Le lendemain, il serait retourné voir Madame Solange. Il lui aurait demandé « Qui est le traître? Dites-moi son nom, je veux savoir qui m'a vendu. » Madame Solange aurait refusé. Elle aurait dit « Je ne peux pas vous le dire, parce que si je vous le dis, vous voudrez vous venger, et la vengeance ne fera qu'accélérer votre mort. Laissez faire le destin. Laissez faire la justice divine. » Coluche aurait insisté. Il aurait supplié. Mais Madame Solange serait restée muette. Après la mort de Coluche, selon ces mêmes rumeurs, Madame Solange aurait disparu. Sa maison aurait été retrouvée vide, abandonnée, comme si elle n'avait jamais existé. Les voisins disent qu'ils ont vu des hommes en costume venir la chercher, qu'ils l'ont emmenée dans une voiture noire, qu'elle n'est jamais revenue. Certains pensent qu'elle a été tuée, d'autres pensent qu'elle a été achetée, qu'on lui a donné de l'argent pour disparaître, pour ne jamais raconter ce qu'elle savait, pour ne jamais révéler ce qu'elle avait vu dans les cartes. Parce que Madame Solange en savait trop. Elle connaissait le nom du traître. Elle connaissait les détails du complot. Elle connaissait la vérité. Et cette vérité devait rester cachée. Mais il y a un détail que personne ne connaît. Un détail que Madame Solange aurait confié à sa nièce avant de disparaître. Elle lui aurait dit « Le médaillon de Coluche n'a pas été perdu par hasard. On le lui a pris, volontairement, parce que tant qu'il le portait, il était protégé. Tant qu'il le portait, rien ne pouvait lui arriver. Alors, ils ont attendu le bon moment. Ils ont attendu qu'il soit vulnérable. Et ils le lui ont arraché. Sans ce médaillon, Coluche n'était plus qu'un homme ordinaire, un homme mortel, un homme qu'on pouvait tuer. La nièce aurait demandé « Qui a fait ça? Qui lui a pris son médaillon ?» Madame Solange aurait répondu « Quelqu'un qu'il aimait. Quelqu'un en qui il avait une confiance absolue. Quelqu'un qui dormait à ses côtés. » Cette révélation, si elle est vraie, est terrifiante, parce qu'elle signifie que le traître n'était pas un ennemi lointain, pas un producteur véreux, pas un agent des services secrets. Non. Le traître était quelqu'un de l'entourage immédiat de Coluche, quelqu'un qui partageait sa vie, quelqu'un qui connaissait ses habitudes, quelqu'un qui savait quand il portait son médaillon et quand il ne le portait pas, quelqu'un qui avait accès à son intimité, quelqu'un qui pouvait le toucher sans éveiller ses soupçons, quelqu'un qui l'a trahi de la manière la plus abjecte qui soit, en lui volant sa dernière protection, en le livrant pieds et poings liés à ses bourreaux. Le médaillon n'a jamais été retrouvé, il a disparu, comme tant d'autres preuves dans cette affaire. Mais certains disent l'avoir vu, certains disent qu'il a refait surface des années plus tard, dans une vente aux enchères privées à Monaco. Un médaillon en argent avec une pierre noire, vendu pour une somme dérisoire, acheté par un collectionneur anonyme. Un collectionneur qui savait exactement ce qu'il achetait. Un collectionneur qui voulait posséder un morceau de l'histoire, un morceau du mystère, un morceau de la mort de Coluche. Mais qui était cet acheteur? Était-ce le traître lui-même? Était-ce quelqu'un qui voulait effacer les traces? Était-ce un complice qui gardait un trophée? Personne ne le sait. Le médaillon a de nouveau disparu, perdu dans les méandres du marché noir, perdu dans les coffres secrets des riches et des puissants, perdu à jamais. Mais la question demeure, qui a arraché ce médaillon du cou de Coluche? Qui l'a privé de sa dernière protection? Qui l'a livré à la mort? Et surtout, pourquoi personne n'a jamais enquêté sur cette disparition suspecte? Selon un témoignage non vérifié,
qui a circulé des années après les faits, une femme prétend avoir connu Coluche intimement dans les années 80. Pendant 25 ans, elle se serait tue. Pendant 25 ans, elle aurait porté le poids d'un secret. Pendant 25 ans, elle aurait vécu dans la peur et la culpabilité. Cette femme, dont l'identité n'a jamais été officiellement confirmée, affirme avoir été l'ex-compagne de Coluche. Celle qu'il aurait aimée avant Véronique. Celle qu'il aurait quittée en 1983. Celle que tout le monde a oubliée. Celle qu'on a effacée de l'histoire officielle. Parce qu'elle en savait trop. Parce qu'elle avait vu trop de choses. Parce qu'elle représentait un danger pour ceux qui voulaient contrôler l'image de Coluche. Cette femme raconte qu'en 1982, Coluche lui aurait présenté un homme qu'il appelait son ami, un homme en qui il avait une confiance totale. Cet homme venait souvent dîner chez eux. Il apportait du champagne, il racontait des blagues, il était charmant, sympathique, mais elle sentait quelque chose de faux chez lui, quelque chose de calculé, quelque chose de dangereux. Elle aurait dit à Coluche « Je n'aime pas cet homme. Il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. » Coluche aurait ri. Il aurait dit « Tu es parano. C'est un type bien. Il m'aide à gérer mes affaires. » Mais elle n'était pas parano. Elle avait raison. D'après son récit, un soir de novembre 1982, elle serait rentrée plus tôt que prévu. Elle aurait entendu des voix dans le bureau de Coluche. Elle aurait reconnu la voix de cet homme. Et une autre voix. Une voix de femme. Une voix qu'elle ne connaissait pas. Elle se serait approchée. Elle aurait écouté. Elle affirme avoir entendu des bribes de conversations troublantes. Des mots sur des papiers à signer. Des mots sur des procurations. Des mots sur des comptes bancaires. Des mots qui parlaient de manipulation. Des mots qui parlaient de trahison. Des mots qui parlaient même de faire disparaître quelqu'un quand il n'aurait plus rien. Elle aurait eu un haut-le-cœur. Elle aurait failli vomir. Elle se serait éloignée en silence. Elle serait allée dans la chambre. Elle aurait attendu que les visiteurs partent. Puis, elle aurait tout raconté à Coluche. Elle lui aurait dit ce qu'elle avait entendu. Elle l'aurait supplié de se méfier, de vérifier ses comptes, de consulter un avocat. Mais Coluche n'aurait pas voulu la croire. Il aurait dit qu'elle avait mal entendu, qu'elle avait mal compris, qu'elle était jalouse de son amitié avec cet homme. Il se serait énervé. Il aurait crié. Il aurait dit qu'elle était folle, qu'elle voyait des complots partout. Elle aurait insisté, elle aurait pleuré, elle aurait supplié. Mais Coluche serait resté sourd. Il aurait choisi de croire son ami plutôt qu'elle. Il aurait choisi de croire le possible traître plutôt que la femme qu'il aimait. 3 mois plus tard, Coluche l'aurait quitté. Il lui aurait dit qu'il ne l'aimait plus, qu'il l'avait rencontré quelqu'un d'autre, qu'il voulait refaire sa vie. Elle était dévastée. Mais elle aurait compris. Elle aurait compris que quelqu'un avait manœuvré pour les séparer, que quelqu'un voulait isoler Coluche, le couper de tous ceux qui pouvaient le protéger, le rendre vulnérable, le rendre manipulable. Et ça avait marché. Coluche était seul, entouré de vautours, entouré de possibles traîtres, entouré de gens qui voulaient peut-être sa mort. Et il ne voyait rien, il ne comprenait rien. Il faisait confiance, aveuglément, stupidement, fatalement. Elle aurait essayé de le prévenir une dernière fois. En mai 1986, 1 mois avant sa mort, elle lui aurait téléphoné. Elle lui aurait dit « Michel, je t'en supplie, écoute-moi, méfie-toi, vérifie tes comptes, consulte un avocat, sauve-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Coluche aurait écouté en silence. Puis il aurait dit « Merci de t'inquiéter pour moi, mais je sais ce que je fais, je contrôle la situation. » Elle aurait répondu « Non, Michel, tu ne contrôles rien, tu es en danger, un danger mortel. » Coluche aurait soupiré. Il aurait dit « Au revoir, prends soin de toi. » Et il aurait raccroché. C'était la dernière fois qu'ils se parlaient. Quand elle a appris la mort de Coluche, elle n'a pas été surprise. Elle a été effondrée, mais pas surprise, parce qu'elle savait. Elle savait que quelque chose de terrible finirait par arriver. Elle savait que c'était inévitable. Elle savait que Coluche était condamné dès le moment où il avait fait confiance aux mauvaises personnes. Et elle s'en voulait.
Elle s'en voulait de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir alerté la police, de ne pas avoir fait plus pour le sauver. Cette culpabilité l'a détruite. Elle a sombré dans la dépression. Elle a passé des années en hôpital psychiatrique. Parce qu'elle ne supportait pas d'avoir laissé mourir l'homme qu'elle aimait. Parce qu'elle ne supportait pas de savoir ce qu'elle savait sans pouvoir le prouver. Parce qu'elle ne supportait pas de vivre avec ce poids. Ce témoignage, s'il est authentique, est explosif. Parce qu'il suggère que Coluche était entouré de personnes qui le manipulaient, qui le volaient, qui préparaient peut-être sa disparition. Des personnes qui ont profité de sa confiance, de sa naïveté, de sa générosité. Des personnes qui se sont enrichies sur son dos, qui ont construit leur fortune sur son malheur, qui ont profité de sa mort. Pendant que les vrais amis de Coluche pleuraient, pendant que la vérité était enterrée, cette femme lance un appel à la justice, un appel aux autorités, un appel au public. Elle demande qu'une nouvelle enquête soit ouverte, qu'on interroge tous ceux qui étaient proches de Coluche, qu'on vérifie les mouvements d'argent, qu'on fasse la lumière sur cette mort suspecte, qu'on arrête enfin les coupables, qu'on rende justice à Coluche. Mais elle sait que c'est peu probable, que trop de temps a passé, que trop de preuves ont disparu, que trop de témoins sont morts, que trop de puissants sont peut-être impliqués. Mais elle espère quand même. Elle espère que son témoignage changera quelque chose, qu'elle réveillera les consciences, qu'il forcera les autorités à agir, qu'il permettra enfin à Coluche de reposer en paix. Mais la question reste entière. Si ce témoignage est vrai, qui étaient vraiment ces personnes autour de Coluche? Et qu'est-il advenu d'elles après sa mort? Dans la poche intérieure de son blouson de cuir, les gendarmes ont trouvé ce bout de papier froissé, un bout de papier arraché d'un carnet, un bout de papier taché de sang, sur lequel on pouvait lire, selon certaines rumeurs jamais confirmées, ces mots tracés d'une écriture tremblante. « Si je ne reviens pas », le reste était illisible, effacé par le sang, déchiré par l'impact, perdu à jamais. Mais ces 4 mots suffisent. Ces 4 mots disent tout. Ces 4 mots suggèrent que Coluche savait, qu'il savait qu'il allait peut-être mourir, qu'il savait qu'il ne reviendrait peut-être pas de cette balade en moto, qu'il savait que c'était peut-être son dernier jour. Alors, il aurait écrit. Il aurait essayé de laisser un message pour Véronique, un message pour ses enfants, un message pour la postérité. Mais il n'aurait pas eu le temps de finir. La mort l'aurait rattrapé trop vite. Que voulait-il écrire? Que voulait-il dire? Les experts en graphologie ont analysé l'écriture. Ils ont étudié la pression du stylo. Ils ont examiné les traces d'encre. Et ils ont conclu que Coluche avait écrit ce message dans un état de stress extrême, que sa main tremblait, que son cœur battait à tout rompre, qu'il avait peur. Une peur panique. Une peur de mort. Ils ont aussi conclu qu'il l'avait été interrompu, qu'il n'avait pas fini d'écrire parce que quelque chose l'en avait empêché. Quelque chose ou quelqu'un. Peut-être un coup de téléphone, peut-être un visiteur inattendu, peut-être la conscience que le temps était compté, que les dangers approchaient, que c'était maintenant ou jamais. Certains pensent que Coluche voulait écrire les noms de ceux qui le menaçaient, les noms de ceux qui voulaient sa mort, les noms de ceux qui l'avaient trahi, les producteurs qui l'avaient ruiné, les politiques qui l'avaient brisé. Tous ces noms qu'il voulait dénoncer, tous ces noms qu'il voulait livrer à la justice, tous ces noms qui auraient fait exploser le scandale. Mais il n'a pas eu le temps. La mort est venue trop vite, et les noms sont restés secrets, enfermés dans sa tête, emportés dans sa tombe, perdus à jamais. D'autres pensent que Coluche voulait écrire un message d'amour, un message pour ses enfants, pour leur dire qu'il les aimait, qu'il était fier d'eux, qu'il voulait qu'ils soient heureux, qu'il voulait qu'ils se souviennent de lui comme d'un père aimant, pas comme d'un clown, pas comme d'une star, mais comme d'un homme, un homme imparfait, un homme brisé, mais un homme qui avait aimé, qui avait essayé, qui avait lutté jusqu'au bout. Un message simple, un message touchant, un message qui aurait consolé ceux qu'il laissait derrière lui. Mais ce message n'a jamais été écrit. Il est resté inachevé, comme la vie de Coluche, comme ses rêves, comme sa quête de justice. Un gendarme, dont le nom n'a jamais été officiellement confirmé, aurait gardé une copie de ce papier. Une copie qu'il aurait cachée chez lui pendant 37 ans.
Une copie qu'il aurait montrée à quelques personnes de confiance. Une copie qui prouverait que ce papier a vraiment existé, que ce n'était pas une légende, que ce n'était pas une invention. Ce gendarme aurait aussi gardé autre chose, une photo qu'il aurait prise sur les lieux de l'accident, une photo qu'il n'aurait jamais dû prendre, une photo qui montrerait quelque chose d'étrange, quelque chose que personne n'a remarqué sur le moment, quelque chose qui change tout. Sur cette photo, on verrait la moto de Coluche, écrasée, tordue, méconnaissable. On verrait le camion, immobilisé en travers de la route. On verrait le corps de Coluche, recouvert d'une bâche. Mais on verrait aussi autre chose, en arrière-plan, flou, presque invisible. Une voiture, une Peugeot 504 grise, garée sur le bas-côté, à une centaine de mètres de l'accident. Et à côté de cette voiture, on distinguerait une silhouette d'homme, un homme en costume sombre, un homme qui regarde la scène, un homme qui observe, un homme qui attend. Qui est cet homme? Pourquoi était-il là? Pourquoi n'est-il pas venu aider? Pourquoi est-il resté en retrait? Certains pensent que cet homme était là pour vérifier, pour s'assurer que Coluche était bien mort, pour s'assurer que le travail était fait, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de survivants, pas de témoins gênants, pas de complications. Ce gendarme aurait montré cette photo à ses supérieurs. Ils auraient haussé les épaules. Ils auraient dit que c'était probablement un automobiliste curieux, quelqu'un qui s'était arrêté pour voir ce qui se passait. Rien d'anormal, rien de suspect. Le gendarme aurait insisté. Il aurait dit que cet homme était arrivé avant les secours, qu'il était là quand lui-même était arrivé, qu'il était resté 10 minutes, puis qu'il était remonté dans sa voiture et était parti, sans parler à personne, sans donner son témoignage, sans laisser ses coordonnées. Ses supérieurs auraient dit « Et alors, peut-être qu'il l'était pressé, peut-être qu'il ne voulait pas être impliqué. Ça arrive. » Le gendarme aurait compris qu'il ne servirait à rien d'insister, que l'enquête était verrouillée, que la vérité ne devait pas éclater. Alors, il aurait gardé la photo. Il l'aurait cachée, il aurait attendu le bon moment pour la révéler. Ce moment serait arrivé. Aujourd'hui, selon certaines sources, cette photo circulerait. Cette photo qui prouverait que quelqu'un surveillait l'accident, que quelqu'un s'assurait que Coluche était bien mort, que quelqu'un contrôlait la scène. Cette photo qui suggère que la mort de Coluche n'était pas un accident, que c'était peut-être un meurtre organisé, un meurtre surveillé, un meurtre dont les commanditaires voulaient s'assurer du succès. Cette photo qui change tout, cette photo qui relance l'affaire, cette photo qui pourrait enfin faire éclater la vérité. Mais qui est cet homme sur la photo? Les théoriciens du complot ont tenté de l'identifier. Ils ont agrandi l'image. Ils ont amélioré la résolution. Ils ont comparé avec des photos d'archives. Et certains affirment reconnaître quelqu'un. Quelqu'un qui aurait eu des liens avec le milieu du cinéma. Quelqu'un qui aurait organisé des disparitions. Quelqu'un qui aurait fait taire les gêneurs. Quelqu'un qui aurait tout planifié. Quelqu'un qui serait venu vérifier que son plan avait fonctionné. Mais ces affirmations n'ont jamais été prouvées. Elles restent dans le domaine de la spéculation, dans le domaine du mystère, dans le domaine de l'inconnu. Le 19 juin 1986, à 16h23, Michel Colucci, dit Coluche, rendait son dernier souffle sur une route des Alpes-Maritimes. Il avait 41 ans. Il laissait derrière lui 2 enfants, une compagne, des millions de fans, et une vérité qui ne serait jamais dite. Une vérité que certains avaient intérêt à cacher. Une vérité qui dérangeait. Une vérité qui tuait. Officiellement, c'était un accident. Un banal accident de la route, un excès de vitesse, un virage mal négocié, une fatalité. Mais officieusement, pour beaucoup, c'était autre chose. C'était peut-être un meurtre déguisé, un meurtre commandité par ceux qui voulaient faire taire l'homme le plus populaire de France, l'homme qui en savait trop, l'homme qui dérangeait trop, l'homme qui devait disparaître. Les jours qui ont suivi sa mort ont été étranges, très étranges. Véronique Cantor, sa compagne, s'est murée dans le silence. Elle a refusé de parler aux journalistes. Elle a refusé de répondre aux questions. Elle s'est enfermée dans la maison de Mougins, avec les enfants, avec son chagrin. Selon certains témoignages non vérifiés,
Elle n'aurait pas eu l'air d'une femme en deuil. Des rumeurs malveillantes prétendaient qu'elle avait l'air soulagée, d'une femme qui venait d'échapper à un danger, d'une femme qui savait qu'elle était sauvée. Parce que Coluche mort, elle héritait de tout. De la gloire, de l'argent, de la célébrité. Elle devenait la veuve du héros national, la gardienne de sa mémoire, la protectrice de son héritage. Un rôle qu'elle a joué à la perfection pendant des années. Mais l'argent n'est jamais arrivé. Les comptes étaient vides. Les 50 millions de francs avaient disparu. Véronique a crié au scandale. Elle a porté plainte. Elle a réclamé justice. Mais l'enquête n'a rien donné. Jean-Pierre Mocky avait disparu. Les producteurs d'Expandimages se cachaient derrière leurs avocats. Personne n'était responsable. Personne ne payait. Véronique s'est retrouvée sans rien, ou presque, parce qu'elle avait quand même récupéré quelque chose. Elle avait récupéré les droits sur l'image de Coluche, les droits sur ses films, les droits sur ses sketchs, les droits sur son nom. Et ces droits valaient de l'or. Des millions, des dizaines de millions. Véronique s'est enrichie sur la mort de Coluche. Elle a vécu confortablement. Elle a élevé les enfants dans le luxe. Elle a profité de la gloire posthume de l'homme qu'elle avait aimé. Paul Lederman, le producteur, a continué sa vie. Il a continué à travailler dans le cinéma. Il a continué à produire des films. Mais l'ombre de Coluche le poursuivait. Les accusations, les soupçons, les rumeurs. En 2017, 31 ans après la mort de Coluche, un tribunal l'a condamné. Il devait payer plus de 400 000 € à la famille. Pour détournement de fonds, pour abus de confiance, pour avoir volé l'argent de Coluche. La justice avait enfin parlé, mais elle avait mis 31 ans. 31 ans pendant lesquels Lederman avait vécu tranquillement. 31 ans pendant lesquels il avait profité de l'argent volé. 31 ans pendant lesquels Coluche était mort et enterré. La justice était arrivée, mais elle était arrivée trop tard. Les Restos du Cœur ont survécu, ils ont grandi, ils sont devenus une institution nationale. Chaque hiver, des milliers de bénévoles distribuent des millions de repas aux plus démunis, au nom de Coluche, en mémoire de Coluche, pour honorer son combat, pour continuer son œuvre, pour que son rêve ne meure jamais. C'est peut-être ça, le vrai héritage de Coluche. Pas ses films, pas ses sketchs, pas sa gloire. Mais cette solidarité, cette générosité, cette humanité, cette capacité à voir les invisibles, à entendre les silencieux, à aider les oubliés. Coluche voulait changer le monde. Il n'a pas réussi. Mais il a changé des vies, des milliers de vies, des millions de vies. Et ça, personne ne pourra jamais le lui enlever. Ni les producteurs, ni les politiques, ni la mort elle-même. Mais une question reste. Une question qui hante tous ceux qui ont connu Coluche. Une question qui hante tous ceux qui ont aimé Coluche. Une question qui hante tous ceux qui cherchent la vérité. Que voulait-il écrire sur ce bout de papier? Que voulait-il dire dans ce message inachevé? Si je ne reviens pas, quoi? Si je ne reviens pas, cherchez la vérité? Si je ne reviens pas, méfiez-vous de ceux qui m'entourent? Si je ne reviens pas, protégez mes enfants? Si je ne reviens pas, vengez-moi? Nous ne le saurons jamais. Le secret est mort avec lui, enterré avec lui, perdu à jamais. Mais peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que certaines vérités ne doivent pas être dites. Peut-être que certains secrets doivent rester secrets. Peut-être que Coluche voulait nous laisser le choix de croire, le choix de douter, le choix de chercher, le choix de nous battre pour la vérité. Comme il s'est battu toute sa vie. Alors, amis, que pensez-vous de Coluche? Était-il une victime du système, trahi par ceux en qui il avait confiance? Ou était-il responsable de son propre destin, trop naïf, trop confiant, trop généreux pour survivre dans ce monde de requins? Croyez-vous vraiment que sa mort était un simple accident de moto? Ou pensez-vous, comme tant d'autres, qu'il y a eu quelque chose de plus sombre, de plus calculé, de plus criminel? Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous ressentez. Dites-nous si vous vous souvenez de lui dans votre